Un millionnaire arrive dans une ferme pour recouvrer un loyer impayé lorsqu'il entend des pleurs désespérés provenant de la porcherie. En s'approchant, il découvre une vision qui le paralyse. Une fillette de 6 ans, malade, est enchaînée à côté des cochons, tremblant de peur et de faim. Quand il lui demande pourquoi elle est là, la réponse innocente de l'enfant le dévaste complètement et le fait exploser de rage contre le fermier. Ce qu'il fera dans les secondes qui suivent laissera tout le monde sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La chaleur matinale suffocante annonçait déjà une autre journée torride au cœur de la campagne. Robert Miller ajusta la climatisation de sa Mercedes noire et regarda le chemin de terre s'étendre devant lui, soulevant un nuage de poussière rougeâtre. À 52 ans, il avait bâti un empire agroalimentaire que peu osaient défier. Sa réputation d'homme juste mais impitoyable en affaires le précédait dans toute la région. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent pesait sur sa poitrine. C'était peut-être le souvenir de l'appel téléphonique de la veille, lorsque sa fille avait une fois de plus annulé leur brunch du dimanche, prétextant des engagements inévitables à New York. Ou peut-être était-ce simplement l'épuisement d'une vie consacrée à l'acquisition de propriétés et à l'accumulation de richesses, espérant toujours que cela comblerait le vide qui grandissait silencieusement dans son âme. Il ralentit en apercevant le portail en bois usé par le temps de la ferme de Willow Creek. 3 mois. 3 mois sans recevoir de loyer de la part de Jim Peterson, un fermier que Robert connaissait depuis plus d'une décennie. Au début, il lui avait accordé le bénéfice du doute, tout le monde pouvait traverser une mauvaise passe. Mais la patience avait des limites, même pour quelqu'un qui comprenait les dures réalités de la vie à la campagne. Il se gara près de la maison principale, une simple bâtisse en briques apparentes qui avait connu des jours meilleurs. Le silence n'était rompu que par le meuglement lointain du bétail et le bourdonnement persistant des insectes. Robert sortit de la voiture, sentant immédiatement le contraste entre l'air frais du véhicule et la chaleur humide qui enveloppait la propriété comme une lourde couverture. « Jim !» cria-t-il en frappant bruyamment dans ses mains. Jim Peterson, une silhouette mince, émergea de l'ombre du porche. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois seulement. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux en désordre, et il y avait dans ses yeux quelque chose que Robert ne parvenait pas à déchiffrer, de la nervosité, de la culpabilité, ou quelque chose de plus sombre. « Monsieur Miller » dit Jim en descendant les marches d'un pas hésitant. « Quelle surprise !»« Surprise !» Robert maintint un ton professionnel, bien qu'il sentît déjà la tension dans l'air. « Jim, cela fait 3 mois. 3 mois sans un centime de loyer. Vous ne répondez pas à mes appels, vous ne répondez pas à mes messages. Je suis venu personnellement parce que je n'avais pas d'autre choix. » Jim détourna le regard, le fixant sur le sol en terre battue. « Les choses ont été dures, monsieur Miller. Très dures. La sécheresse de l'année dernière, la baisse des prix, vous savez ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Mais je sais aussi que les accords doivent être honorés. » Robert croisa les bras, sa voix gagnant la fermeté qu'il réservait habituellement aux négociations importantes. « Je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes, Jim. Je suis venu pour une solution. Avez-vous l'argent, oui ou non ?» Le fermier passa une main sur son visage, laissant échapper un lourd soupir. « Je n'ai pas tout, non. Mais si vous me donnez 1 mois de plus, je vous garantis que je pourrai. » « Ah, moi ?» Robert secoua la tête. « Jim, vous me l'avez déjà dit 2 fois. J'ai besoin de garanties concrètes, ou nous devrons discuter d'autres alternatives. » C'est alors qu'un son déchira l'air comme une lame tranchante. Un cri, enfantin, désespéré, venant de quelque part près de la porcherie. Robert s'arrêta net, tournant la tête vers le bruit. Jim pâlit visiblement, ses yeux s'écarquillant d'une manière qui fit battre le cœur de Robert plus vite. « Qu'est-ce que c'est que ces pleurs ?» demanda Robert, faisant déjà un pas dans cette direction. « Ce n'est rien, » dit Jim rapidement, lui barrant le passage. « Ça doit être un animal. Vous savez, les bêtes font parfois des bruits étranges. » Mais Robert n'était pas homme à se laisser berner facilement. Ce n'était pas le cri d'un animal. C'était un cri humain, le cri d'un enfant. Et il y avait quelque chose dans la réaction de Jim qui activa instantanément tous les instincts protecteurs de Robert. Les pleurs retentirent à nouveau, plus faibles cette fois, mais toujours clairement audibles. Robert sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Jim, » dit-il, la voix basse mais chargée d'une autorité qui fit reculer le fermier, « quel est cet enfant qui pleure ?» Robert n'attendit pas de réponse. Il contourna Jim avec détermination, ignorant les protestations du fermier, et se dirigea vers la porcherie.
La puanteur s'intensifiait à chaque pas, un mélange nauséabond de déjections animales, de boue fermentée et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait identifier. Les pleurs avaient cessé, mais cela ne fit qu'accroître son urgence. « Monsieur Miller, s'il vous plaît » cria Jim derrière lui, la voix chargée de désespoir. « N'entrez pas là-dedans. Je vais tout vous expliquer, je le jure. » Mais Robert avait déjà vu. Dans le coin le plus éloigné de la porcherie, au milieu de la boue sombre et des cochons qui s'agitaient nerveusement, se trouvait une petite silhouette fragile. Une fillette d'environ 6 ans, les vêtements déchirés et couverts de boue, était assise le dos contre la clôture en bois pourrissant. Autour de sa cheville gauche, une chaîne rouillée l'attachait à un piquet enfoncé dans le sol. Le monde s'arrêta. Robert eut l'impression que quelqu'un lui avait aspiré tout l'air des poumons. Ses genoux faillirent plier alors que la réalité de ce qu'il voyait se cristallisait dans son esprit. La fillette était visiblement malade, sa peau pâle contrastant avec les taches de saleté. Elle boitait en essayant de s'éloigner des cochons, et Robert pouvait voir les plaies rouges autour de sa cheville, là où la chaîne avait entaillé sa peau délicate. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sa voix sortant comme un chuchotement étranglé. « Oh, mon Dieu !» La fillette leva les yeux en entendant sa voix. Ses yeux étaient bruns, trop grands pour son visage émacié, remplis d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. En le voyant, elle essaya de se cacher encore plus contre la clôture, comme si elle s'attendait à une autre punition. « Bonjour », dit Robert, essayant de garder sa voix calme malgré la fureur qui commençait à bouillir dans ses veines. Il s'approcha lentement, comme il l'aurait fait avec un animal blessé. « Bonjour, petite. Comment t'appelles-tu » La fillette l'observa un long moment avant de répondre d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Lily. »« Lily » répéta Robert, s'agenouillant dans la boue sans se soucier de ses vêtements coûteux. « Lily, pourquoi es-tu ici? Qui t'a fait ça ?» Des larmes se mirent à couler sur le visage sale de la fillette. « J'avais si faim au ventre, » dit-elle, la voix brisée, et grand-mère n'avait rien à cuisiner. J'ai demandé de l'aide au fermier, mais il n'a pas voulu m'aider. Alors j'ai essayé de prendre une poule, mais je promets que je serai sage et que je ne le referai plus. Chaque mot était comme un coup de poing dans l'estomac de Robert. Cet enfant avait été enchaîné comme un animal parce qu'elle avait eu l'audace d'essayer de se nourrir alors qu'elle avait faim. Son esprit luttait pour assimiler la cruauté absolue de la situation. « Tu es blessé ?» demanda-t-il, remarquant comment elle ménageait une de ses jambes. Lily hocha timidement la tête. « La chaîne coupe et je tousse beaucoup. » Robert se tourna lentement, sa fureur se transformant en quelque chose de bien plus dangereux, une rage froide et contrôlée qu'il ressentait rarement. Jim se tenait à quelques mètres de là, les mains visiblement tremblantes. « Jim, » dit Robert, la voix basse mais chargée d'une menace qui fit reculer le fermier, « vous avez enchaîné une enfant de 6 ans avec les cochons. »« C'est une voleuse, » protesta Jim, mais sa voix semblait désespérée. « Elle est entrée sans autorisation sur ma propriété, elle a essayé de voler ma poule. » Robert se releva lentement, la boue couvrant ses genoux, mais il ne se souciait de rien d'autre que de la fillette tremblante derrière lui. « Une enfant affamée a demandé de l'aide, et vous l'avez punie comme si c'était un animal. »« Monsieur Miller, vous ne comprenez pas, » commença Jim. « Je comprends parfaitement. » Robert fit un pas vers le fermier. « Je comprends que vous êtes un monstre. » La conversation fut interrompue par une quinte de toux de la fillette, une toux sèche et douloureuse qui fit immédiatement se retourner Robert. Lily était recroquevillée, luttant pour respirer entre les spasmes. « Où est la clé de cette chaîne ?» exigea Robert. Jim hésita un instant avant de sortir une petite clé de sa poche. Robert la lui arracha des mains et s'agenouilla de nouveau à côté de la fillette. « Tout va bien, Lily, » dit-il doucement en s'efforçant d'ouvrir le cadenas rouillé. « Tu vas sortir d'ici maintenant. » Quand la chaîne se détacha enfin, Robert vit la véritable étendue des blessures à la cheville de la fillette. C'était infecté, rouge et enflé. Elle avait besoin de soins médicaux immédiats. Quelque chose en Robert se brisa complètement à ce moment-là. Sans réfléchir, sans se soucier des conséquences, il se tourna et donna un coup de poing au visage de Jim avec toute la force qu'il possédait. Le coup partit avec un son sec qui résonna dans la cour. Jim tituba en arrière, sa main volant pour couvrir son nez qui saignait maintenant abondamment. Pendant un instant, il n'y eut que le silence, à l'exception des sanglots étouffés de Lily et de la respiration lourde de Robert. « Vous m'avez frappé » cria Jim, la voix déformée par la main qui couvrait son visage. « Vous m'avez agressé sur ma propre propriété. » Robert regarda ses propres poings, encore serrés,
et ressentit un mélange de choc et de satisfaction. En 52 ans de vie, il n'avait jamais frappé personne. Il avait toujours résolu les conflits par la parole, la négociation, la pression économique. Mais voir cet enfant enchaîné avait réveillé quelque chose de primitif dans son âme, un instinct protecteur qui ne connaissait aucune limite. « Et je le referai », dit-il, la voix plus calme maintenant, mais toujours chargée de menaces. Encore et encore. Jim recula de quelques pas de plus, ses yeux alternant entre Robert et la route, comme s'il calculait ses chances de fuite. « Vous êtes fou, complètement fou. Je vais appeler la police, je vais vous poursuivre pour agression. » « Appelez-les, » répondit Robert en aidant soigneusement Lily à se relever. La fillette tremblait violemment, que ce soit de peur, de froid ou de fièvre, il ne pouvait le déterminer. « Appelez la police et expliquez pourquoi vous aviez un enfant enchaîné avec des cochons. » Le visage de Jim pâlit visiblement. Sa bravade initiale commença à s'effriter alors que la réalité de sa situation devenait claire. Il savait, tout comme Robert, qu'il n'y avait aucune justification au monde qui pourrait expliquer cette scène aux autorités. « C'est une intruse », balbutia Jim, mais sa voix avait perdu toute conviction. « Elle n'avait pas le droit d'être ici. »« Une enfant de 6 ans affamée », rétorqua Robert en soulevant délicatement Lily. Elle était d'une légèreté alarmante, ses os saillant sous sa peau pâle. Un enfant qui a demandé de l'aide et qui a été traité pire qu'un animal. Lily se blottit contre la poitrine de Robert, sa petite main s'agrippant à sa chemise comme à une bouée de sauvetage. Il pouvait sentir la chaleur de sa fièvre à travers ses vêtements sales et le tremblement qui parcourait son corps fragile. « Où est ta grand-mère, Lily » demanda-t-il doucement. « À la maison » répondit-elle d'une voix faible. Elle était trop fatiguée, elle ne pouvait pas sortir du lit. Robert regarda autour de la propriété, cherchant des signes d'autre habitation. « Où est ta maison » Lily pointa vaguement au-delà des champs. « Loin. Il faut beaucoup marcher. » Jim cracha du sang sur le sol et s'essuya le visage avec la manche de sa chemise. « Ils vivent dans une cabane délabrée de l'autre côté de la propriété, dit-il avec dédain. Des squatteurs. Ils sont arrivés il y a quelques mois et se sont installés là sans permission. Et au lieu de les aider, vous avez enchaîné un enfant malade. » Robert secoua la tête, la voix lourde de dégoût. « Quel genre d'homme êtes-vous devenu, Jim ? » « Le genre qui n'a pas d'argent pour entretenir des squatteurs, » explosa Jim, sa frustration et son désespoir faisant enfin surface. « Vous croyez que c'est facile, vous, avec vos millions, vos voitures importées, vos fermes prospères ? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de se battre pour survivre. » Robert observa l'homme en face de lui, sale, désespéré, le sang séchant sur son visage, et ressentit un instant quelque chose qui s'apparentait à de la pitié. Mais alors, Lily toussa de nouveau, un son qui trancha net toute compassion qu'il aurait pu ressentir. « Ma situation financière ne me donnerait pas le droit de torturer des enfants innocents, dit-il froidement. Et la vôtre non plus. » Il commença à marcher vers sa voiture, Lily toujours dans ses bras. Chaque pas semblait déclencher une nouvelle quinte de toux chez la fillette, et il pouvait sentir la fièvre s'intensifier. « Où allez-vous » cria Jim derrière lui. Robert s'arrêta et se retourna. « Je l'emmène à l'hôpital, et ensuite, j'irai voir sa grand-mère. »« Et mon loyer ?» La question sortit, désespérée, presque pathétique. Robert regarda l'homme qu'il avait, quelques minutes plus tôt, considéré simplement comme un locataire défaillant. Maintenant, il voyait quelque chose de bien pire, un homme qui avait perdu son humanité la plus élémentaire. « Votre loyer » répéta-t-il, la voix remplie d'incrédulité. « Jim, après ce que j'ai vu ici aujourd'hui, vous avez une semaine pour quitter cette propriété. »« Vous ne pouvez pas faire ça » protesta Jim en courant après lui. « J'ai des droits, j'ai un contrat. » Robert ouvrit la portière arrière de la Mercedes et installa soigneusement Lily sur le siège, ajustant la climatisation à une température plus douce. « Vous aviez des droits » corrigea-t-il. « Mais vous les avez tous perdus au moment où vous avez décidé d'enchaîner un enfant affamé. » Il était sur le point de monter dans la voiture quand Jim fit une dernière tentative désespérée. « Et à quoi bon libérer cette fille ? Allez-vous vraiment l'aider ?» La question frappa Robert comme une flèche acérée. Il s'arrêta, une main sur la portière, l'autre touchant encore doucement l'épaule de Lily. C'était une question simple, mais elle portait des implications énormes. Qu'avait-il réellement l'intention de faire ? Emmener la fillette à l'hôpital et ensuite, simplement retourner à sa vie normale ? Il regarda dans le rétroviseur Lily, qui avait fermé les yeux mais respirait toujours de manière irrégulière. Puis il regarda Jim,
qui attendait une réponse avec un sourire cruel sur les lèvres, comme s'il savait qu'il avait touché un point sensible. Pendant un terrible instant, Robert ne sut que répondre. Robert monta dans la voiture sans répondre à la question de Jim, mais les mots résonnaient dans son esprit comme un marteau implacable. Pendant les premiers kilomètres sur la route poussiéreuse, il conduisit en pilote automatique, son esprit turbulent aux prises avec une réalité qu'il n'avait pas pleinement considérée. Lily dormait sur la banquette arrière, sa respiration irrégulière étant le seul son en dehors du doux ronronnement du moteur. Dans le rétroviseur, il observait le visage pâle de la fillette, ses lèvres gercées, les marques de saleté que même ses larmes n'avaient pas complètement effacées. Une question terrifiante commença à se former. Et maintenant ? Toute sa vie avait été construite sur une planification méticuleuse, des décisions calculées et des résultats prévisibles. Il savait comment négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, comment étendre des propriétés, comment maximiser ses profits. Mais comment s'occupait-on d'un enfant malade et apparemment abandonné ? Comment naviguait-on dans le labyrinthe bureaucratique des services sociaux ? Comment expliquait-on à sa propre famille que sa matinée de recouvrement de loyer s'était transformée en quelque chose de complètement différent ? L'hôpital général de Riverside était à 40 minutes. Robert accéléra un peu, partagé entre l'urgence d'obtenir des soins médicaux pour Lily et l'anxiété croissante face aux implications de ses actes. Lorsqu'il s'arrêta au premier feu de la ville, il prit son téléphone portable et hésita. Devait-il appeler quelqu'un ? Qui ? Son ex-femme, sa fille, son avocat ? Il décida que les réponses pouvaient attendre. Lily, elle, ne le pouvait pas. Les urgences pédiatriques de l'hôpital étaient un environnement que Robert n'avait jamais fréquenté. Les couloirs sentaient le désinfectant et l'anxiété, peuplés de parents inquiets et d'enfants en pleurs. Quand il arriva à la réception, portant Lily, la réceptionniste leva les yeux avec une efficacité lasse qui se transforma rapidement en alarme. « Mon Dieu, que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle, saisissant déjà des formulaires. Elle était dans un état terrible, répondit Robert, choisissant ses mots avec soin. Elle a une forte fièvre, une toux persistante et des blessures à la cheville qui semblent infectées. Une infirmière arriva rapidement, après une première évaluation, emmena Lily dans une salle d'urgence. Robert se retrouva dans la salle d'attente avec une pile de formulaires qui semblaient écrits dans une langue étrangère. Nom complet de l'enfant, Lily. Nom de famille, il ne le connaissait pas. Adresse, une cabane quelque part sur la ferme de Jim. Tuteur légal, une grand-mère dans le coma. Monsieur ? La voix de l'assistante sociale le tira de ses pensées. C'était une femme d'âge mûr, avec des lunettes et une expression qui mêlait compétences professionnelles et méfiance à peine déguisée. Je suis Carla, assistante sociale ici à l'hôpital. Je dois vous poser quelques questions sur la fillette que vous avez amenée. Robert déglutit difficilement. Il savait que ce moment viendrait, mais il ne se sentait pas préparé. Bien sûr. Quelle est votre relation avec Lily ? La simple question le laissa sans voix un instant. Je n'ai pas de relation formelle avec elle. Je l'ai trouvée dans des circonstances difficiles et je l'ai amenée ici. Carla prit des notes sur son presse-papier. Où l'avez-vous trouvée exactement ? Robert ferma brièvement les yeux, revivant la scène dans la porcherie. Sur la propriété d'un fermier. Elle était détenue dans des conditions inappropriées. Inappropriées, comment ? Enchaînée. Le mot sortit comme un murmure. Carla cessa d'écrire et le regarda droit dans les yeux. « Monsieur, êtes-vous en train de me dire que vous avez trouvé un enfant enchaîné ?» Oui, Robert retrouva sa voix. Dans la porcherie d'une ferme, avec les cochons. Le silence qui suivit fut lourd. Carla regarda ses formulaires, puis de nouveau Robert, traitant manifestement les implications légales de ce qu'elle venait d'entendre. « Monsieur, cela constitue un cas de maltraitance infantile grave. Nous devons immédiatement impliquer la police. » « Je comprends, » dit Robert, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Faites ce qui est nécessaire. » Et sa famille ? Parents, tuteurs ? Il y a une grand-mère, mais d'après Lily, elle était très malade, incapable de sortir du lit. Carla prit d'autres notes. Robert décrivit l'emplacement approximatif que Lily avait indiqué. En parlant, il réalisa que ses paroles scellaient quelque chose d'irréversible. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il faisait désormais partie de cette situation, qu'il le veuille ou non. « Monsieur Miller ?» L'infirmière était revenue. « La fillette est stable pour l'instant, mais nous devons faire des tests. Elle a une pneumonie et une malnutrition modérée. Les blessures à sa cheville sont infectées et nécessiteront des antibiotiques.
Est-ce qu'elle va s'en sortir? Demanda Robert, surpris par l'intensité de sa propre inquiétude. Avec un traitement approprié, oui. Mais elle devra rester hospitalisée quelques jours. Carla s'adressa à l'infirmière. Nous devrons tout documenter de manière exhaustive. Les circonstances dans lesquelles elle a été trouvée constituent un cas de maltraitance d'enfant. Robert regarda les deux professionnels discuter des protocoles et des procédures, de la notification aux autorités et des mesures de protection. Il commençait à comprendre qu'il avait déclenché une machine bureaucratique qui suivrait désormais son propre cours, indépendamment de ses intentions ou de ses convenances. Son téléphone portable sonna. C'était un numéro inconnu. Robert Miller, répondit-il. Monsieur Miller? La voix était rauque, moins arrogante, plus désespérée. C'était Jim. Nous devons parler. C'est urgent. Nous n'avons rien à nous dire, Jim. Si, nous avons des choses à nous dire. Vous ne comprenez pas toute la situation. Cette fille, cette grand-mère, il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses qui vont beaucoup vous compliquer la vie si vous continuez à vous en mêler. Robert regarda par la fenêtre de la salle d'attente, voyant des familles normales gérer des urgences médicales normales. Sa matinée avait commencé par une simple collecte de loyer. Maintenant, il était à l'hôpital, impliqué avec les services sociaux et des menaces voilées. Quel genre de choses, Jim? Pas au téléphone. Retrouvez-moi dans 1 heure au Rusty Spock, à la sortie de la ville. Si vous voulez vraiment aider cette fille, vous devez connaître toute la vérité. L'appel se termina, laissant Robert avec plus de questions que de réponses, et le sentiment croissant qu'il était sur le point de découvrir que la situation était bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Le Rusty Spock était le genre d'établissement que Robert éviterait normalement. Un modeste bar de quartier à la périphérie de la ville, avec des tables en plastique et une vieille télévision suspendue dans un coin. L'odeur de graisse et de fumée de cigarettes imprégnait l'air vicié. Quand il arriva, Jim était déjà là, assis à une table au fond avec un verre de whisky bon marché à moitié vide devant lui. Le fermier semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures. Son nez était enflé et meurtri là où Robert l'avait frappé, mais c'était plus que cela. Il y avait dans ses yeux un désespoir qui dépassait la douleur physique. « Vous êtes venu, » dit Jim alors que Robert s'approchait. « J'ai 5 minutes, » répondit Robert en restant debout. « Crachez le morceau. » Jim désigna la chaise vide. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va prendre plus de 5 minutes. » Contre son gré, Robert s'assit. Le serveur s'approcha, mais il refusa toute boisson d'un geste brusque. « Vous devez comprendre, » commença Jim, ses mots sortant en cascade, « que je ne suis pas un monstre. Je sais que c'est ce que vous pensez maintenant, et je ne peux pas vous en vouloir. Mais la situation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Rien ne justifie d'enchaîner un enfant. Vous avez raison. Rien ne le justifie. » Jim but une gorgée de whisky, les mains tremblantes. « Mais vous devez savoir que cette fille et sa grand-mère ne sont pas juste des intruses innocentes qui sont apparues sur ma propriété. » Robert croisa les bras, sa patience s'épuisant déjà. « Alors, expliquez. » Sa grand-mère, Martha, elle a eu une relation avec mon père. Une relation qui a duré des années, même après qu'il a épousé ma mère. La révélation frappa Robert comme un coup de poing. « Qu'est-ce que vous dites? » Je dis que Lily pourrait être ma demi-sœur. Jim regarda Robert droit dans les yeux. Mon père, Anthony, est mort il y a 2 ans et a laissé d'énormes dettes. Des dettes qui ne venaient pas seulement de la banque, si vous voyez ce que je veux dire. Robert sentit une peur glaciale lui serrer l'estomac. Quel genre de dette? Le genre qui n'apparaît pas dans les documents officiels. Le genre que des gens dangereux recouvrent d'une manière que vous ne voulez pas imaginer. Jim passa une main dans ses cheveux sales. Quand Martha est arrivée sur la propriété avec la fille il y a 3 mois, affirmant que mon père avait promis de s'occuper d'elle, j'ai cru que c'était juste une autre tentative pour obtenir de l'argent. Et vous l'avez mise dehors? J'ai essayé, mais elle a insisté, disant qu'elle avait des lettres, des promesses écrites. Et plus elle parlait, plus je réalisais que c'était peut-être vrai. Jim but une autre gorgée. Le problème, c'est que j'étais sous la pression des créanciers de mon père. Il pense qu'il a caché de l'argent avant de mourir. Robert commençait à voir où l'histoire menait, et cela ne lui plaisait pas du tout. Et il pense que Martha sait quelque chose. Exactement. Ces 2 derniers mois, ils ont commencé à venir sur la propriété, à poser des questions, à menacer. J'ai dit que je ne savais rien de Martha et de la fille, mais ils ne m'ont pas cru. Et votre solution a été d'enchaîner un enfant?
Jim baissa la tête. Ces derniers jours, la pression s'est intensifiée. Ils ont dit que si je ne leur donnais pas l'argent d'ici la fin de la semaine, ils résoudraient le problème d'une autre manière. Quand j'ai attrapé Lily en train d'essayer de voler la poule, j'ai paniqué. J'ai pensé que s'ils la voyaient punie, ils croiraient que je ne protégeais personne. Robert se sentit nauséeux. Vous avez utilisé un enfant comme bouclier. Je sais comment ça sonne, explosa Jim, puis il baissa la voix en réalisant que d'autres personnes dans le bar regardaient. Je sais que c'était horrible, mais vous ne comprenez pas la pression. Ces hommes, ils ne sont pas comme des collecteurs de banque. Ils tuent, Robert. Ils tuent des familles entières. Et maintenant, demanda Robert, bien qu'il sût déjà qu'il ne voulait pas entendre la réponse. Maintenant, vous vous êtes impliqué là-dedans. Vous avez pris la fille, vous l'avez emmenée à l'hôpital. Ils le sauront et ils voudront des réponses. Robert se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Êtes-vous en train de me dire que j'ai mis Lily en danger en essayant de la sauver? Je vous dis que vous devez être très prudent maintenant. Ces hommes n'abandonneront pas simplement parce qu'un enfant est à l'hôpital. S'ils croient qu'elle ou sa grand-mère savent où est l'argent de mon père, ils les poursuivront où qu'elle soit. Robert regarda son téléphone. Il devait retourner à l'hôpital, voir Lily, parler à l'assistante sociale d'une protection supplémentaire. Mais d'abord, il devait comprendre pleinement dans quelle situation il s'était embarqué. De combien d'argent parle-t-on? Jim rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. 200 000 $, plus les intérêts. Robert fit rapidement le calcul. C'était une somme substantielle, mais pas impossible pour quelqu'un dans sa position. Et si je paie la dette? Vous feriez ça? Je demande si ça résoudrait le problème. Jim le regarda avec une expression qui mêlait espoir et incrédulité. Ça résoudrait leur problème avec moi. Mais je ne sais pas si ça résoudrait leur problème avec Martha et Lily. S'ils croient vraiment qu'elles savent quelque chose, alors ce n'est plus seulement une question d'argent. Non. C'est une question d'honneur. Et des gens comme Barrett n'oublient pas quand quelqu'un leur fait perdre du temps. Robert regarda par la fenêtre sale du bar, voyant le mouvement normal de la petite ville, des gens vivant leur vie simple et sûre. Il y a 24 heures, c'était aussi sa réalité. Je dois y aller, dit-il en se dirigeant vers la porte. Robert, cria Jim derrière lui. Soyez prudent. Très prudent. Et si vous voulez vraiment protéger cette fille, il vaut peut-être mieux laisser les services sociaux s'en occuper. Rester à l'écart pourrait être la chose la plus sûre que vous puissiez faire. Robert s'arrêta à la porte, sans se retourner. Pour qui? Elle ou moi? Jim ne répondit pas, et Robert quitta le bar avec la terrible certitude qu'il avait posé la mauvaise question. Robert retourna à l'hôpital, les mains tremblantes sur le volant. La menace de Barrett résonnait dans son esprit, « Je m'en prendrai à votre famille ». Son premier arrêt fut l'hôpital, où il trouva Lily éveillée, essayant de manger un peu de soupe que l'infirmière lui avait apportée. « Oncle Bob » cria-t-elle en le voyant, un mot qui le frappa comme un éclair. Personne ne l'avait appelé oncle depuis des années. « Bonjour, petite » dit-il, essayant de garder sa voix calme. « Comment te sens-tu » ? « Mieux. Le docteur a dit que je pourrais sortir demain. » Lily hésita. « Mais je ne sais pas où je vais aller. » Robert s'assit sur la chaise à côté du lit. « À ce sujet, nous avons découvert des choses sur ta famille. » Il lui raconta, avec soin et des mots adaptés à son âge, les lettres d'Anthony et la confirmation qu'il était son père. Lily écouta en silence, ses grands yeux se remplissant de larmes. « Alors, Jim est mon frère » demanda-t-elle d'une petite voix. « Demi-frère, oui. Mais il m'a fait du mal. » Robert prit sa petite main. « Il a fait de très mauvaises choses, Lily. Mais parfois, les gens font de mauvaises choses quand ils ont peur ou qu'ils sont en colère. Ça ne rend pas ce qu'il a fait juste, mais il essaie de se racheter. » C'est quoi, se racheter? C'est quand quelqu'un essaie de réparer les erreurs qu'il a commises. Lily réfléchit un instant. « Et grand-mère? Elle va aller bien? Les médecins s'occupent très bien d'elle. Ça prendra du temps, mais elle ira mieux. » Robert quitta la chambre de Lily le cœur lourd et se dirigea vers la chambre où Martha était soignée. La femme âgée était maintenant consciente, bien que très faible. Quand elle le vit entrer, ses yeux se remplirent de reconnaissance et de gratitude. « Vous êtes l'homme qui a sauvé ma petite fille, dit-elle d'une voix rauque. Je suis Robert. Comment vous sentez-vous? Faible, mais en vie. C'est plus que ce que j'espérais. Martha essaya de s'asseoir. La petite, elle va bien?
Elle se remet. Martha, je dois vous parler d'Anthony Peterson. Le visage de la femme se durcit immédiatement. Pourquoi? Robert lui parla des usuriers, des menaces, des affirmations de Barrett selon lesquelles il y avait d'autres investissements. Martha écouta en silence, fermant parfois les yeux comme si elle revivait quelque chose de douloureux. Anthony était un homme compliqué, dit-elle finalement. Il avait des affaires dont je préférais ne rien savoir. Mais il aimait Lily. Ça, je le sais avec certitude. Barrett croit que vous savez où se trouvent des propriétés ou des documents qu'Anthony a laissés. Martha rit amèrement. Si je le savais, vous croyez que je vivrais dans une cabane avec ma petite fille en train de mourir de faim? Donc il n'y a rien d'autre? Il y a une chose. Martha hésita. Anthony m'a donné une clé il y a 2 ans. Il a dit que c'était pour un coffre-fort dans une banque à Midland City. Mais il ne m'a jamais dit quelle banque, ni ce qu'il y avait à l'intérieur. Robert sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Avez-vous toujours cette clé? Je l'avais. Je la gardais dans une boîte à biscuits cachée dans la cabane. Le cœur de Robert se serra. La cabane a brûlé. Par qui? Robert ne répondit pas immédiatement, ne voulant pas ajouter plus de traumatisme à l'expérience de Martha. Par quelqu'un qui voulait effacer des preuves. Martha ferma les yeux. Alors tout est perdu. Robert quitta l'hôpital avec plus de questions que de réponses. Il se rendit à son bureau, où il commença à faire les calculs financiers nécessaires. 500 000 $ signifierait liquider des investissements, hypothéquer des propriétés, utiliser des ressources qu'il avait prévues pour d'autres projets. Mais c'était possible. Robert arriva à la propriété de Jim alors que le soleil commençait à peine à se lever. L'endroit semblait différent dans la lumière dorée du matin, moins menaçant, plus mélancolique. La vieille grange se trouvait à environ 200 mètres de la maison principale, une structure en bois qui n'avait clairement pas été utilisée depuis des années. Robert ne s'attendait pas à y trouver Jim, assis sur un tas de vieux foin avec une bouteille de whisky bon marché à moitié vide à côté de lui. « Vous êtes venu, » dit Jim, la voix pâteuse d'alcool et d'épuisement. « Je n'ai pas dormi de la nuit en pensant à cette situation, » répondit Robert, gardant ses distances. « Barrett m'a appelé. » Jim rit amèrement. « Alors vous savez déjà. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça que je suis là. La lettre mentionne quelque chose de caché dans cette grange. » Je sais. Jim but une gorgée de whisky. J'ai passé toute la nuit à chercher. 3e planche en partant du coin gauche. Robert regarda où Jim pointait. Plusieurs planches du sol étaient lâches, clairement déplacées récemment. Et j'ai trouvé. Jim désigna une boîte en métal à côté de lui. 250 000 $. Exactement assez pour payer Barrett et qu'il reste un peu. Robert s'approcha lentement. La boîte était ouverte, révélant des liasses de billets soigneusement organisés et emballés dans du plastique. Alors pourquoi n'avez-vous pas simplement pris l'argent et tout résolu? Parce que ce n'est pas le mien, dit Jim, ses mots sortant lentement mais clairement. Autant j'ai fait des choses horribles, autant je suis devenu un monstre, cet argent appartient à la fillette. C'est à elle et à Martha. L'aveu frappa Robert comme un coup de poing. Il s'était attendu à trouver un homme désespéré essayant de sauver sa propre peau, pas quelqu'un aux prises avec sa propre conscience. Jim. Non. Jim leva la main. Laissez-moi finir. Mon père était un homme compliqué, mais il aimait cette fille plus qu'il ne l'a jamais montré qu'il m'aimait. Et moi, j'étais si en colère, si plein de ressentiment, que j'ai tout reporté sur elle. Une enfant innocente à payer pour ma haine envers mon propre père. Robert s'assit sur un tas de foin voisin. Qu'allez-vous faire? Barrett sera ici à midi. Je vais lui donner l'argent et lui expliquer qu'il n'y a rien d'autre. Que Martha et Lily ne savent rien de plus, parce qu'il n'y a rien de plus à savoir. Et vous pensez qu'il acceptera ça? Jim haussa les épaules. Probablement pas. Mais au moins, Lily sera en sécurité à l'hôpital, loin d'ici. Robert regarda l'homme qu'il avait, 24 heures plus tôt, considéré comme un monstre irrécupérable. Il y avait quelque chose de profondément humain chez Jim à ce moment-là, un homme brisé essayant de faire la bonne chose pour la première fois depuis longtemps. Il y a une autre option, dit Robert lentement. Laquelle? Nous ne donnons pas l'argent à Barrett. Nous l'utilisons pour faire partir Lily et Martha d'ici, pour de bon. Jim le regarda avec incrédulité. Robert, vous ne comprenez pas. Ces hommes n'abandonnent pas. Ils vous poursuivront, vous, votre famille, tout ce que vous aimez, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent.
Alors, faisons en sorte qu'il ne le veuille plus. Comment? Robert se leva et commença à arpenter la grange, son esprit travaillant rapidement. Barrett veut l'argent qu'Anthony devait, n'est-ce pas? 200 000 $. 200 000 plus les intérêts. Probablement environ 230 000 maintenant. Et si nous lui offrions quelque chose de mieux? Jim fronça les sourcils. Mieux comment? Robert s'arrêta et regarda Jim droit dans les yeux. Vous avez dit que votre propriété valait quoi? 400 000 $? Plus ou moins. Mais je dois de l'argent à la banque, à d'autres créanciers. Et si j'achetais votre propriété pour sa pleine valeur? 400 000 $ en espèces. Vous payez Barrett, vous soldez vos autres dettes, et il vous reste quelque chose pour recommencer ailleurs. Jim resta silencieux un long moment. Pourquoi feriez-vous ça? Parce qu'alors, Lily et Martha auront un endroit sûr où vivre. Parce que vous aurez une seconde chance. Et parce que des hommes comme Barrett ne comprennent qu'un seul langage, l'argent. Robert, c'est de la folie. Vous parlez de dépenser 400 000 $ pour résoudre le problème de gens que vous ne connaissiez même pas il y a 2 jours. Robert regarda par la fenêtre sale de la grange, voyant la maison où Lily avait été détenue, la porcherie où il l'avait trouvée enchaînée. Il y a 2 jours, j'étais un homme qui ne mesurait le succès qu'à la taille de son compte en banque. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent, dormir la nuit en sachant que j'ai fait ce qui est juste. Le bruit de véhicules approchant interrompit la conversation. C'étaient 2 PQPS noirs, soulevant des nuages de poussière sur la route. Robert sentit son estomac se nouer. « Ils sont en avance », murmura Jim, cachant rapidement la boîte d'argent derrière des planches. « Combien d'hommes? » Barrett ne voyage jamais seul. Probablement 4 ou 5. Robert attrapa son téléphone portable, mais Jim lui saisit le bras. « N'appelez pas la police. Ça ne fera qu'empirer les choses pour nous tous. » Alors, que fait-on? Jim se leva, rangeant la bouteille de whisky. « Nous faisons ce que nous sommes venus faire ici. Nous négocions. » Les véhicules s'arrêtèrent devant la grange. Robert vit des hommes en descendre, des types qui n'étaient clairement pas des fermiers locaux. Vêtements sombres, lunettes de soleil sombres, des mouvements calculés de ceux habitués à intimider. Un homme grand, d'environ 50 ans, avec une barbe grisonnante et une cicatrice au cou, s'approcha. Robert sut immédiatement que c'était Barrett. « Jim », dit l'homme, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Et vous devez être le fameux Robert Miller. » Robert s'avança. « Je suis venu régler ça une bonne fois pour toutes. » Barrett sourit, mais il n'y avait aucun humour dans son expression. « Bien. Parce que moi aussi. » Barrett traversa la grange avec l'assurance d'un prédateur inspectant son territoire. Ses 3 compagnons se positionnèrent stratégiquement, un à la porte, un autre près de la fenêtre, le 3e flanquant Robert et Jim. Ce n'étaient pas des hommes habitués à négocier, c'étaient des hommes habitués à prendre. « Bel endroit », dit Barrett en passant la main sur les vieilles poutres en bois. Anthony venait ici quand il voulait parler d'affaires sérieuses. Il disait que c'était l'endroit le plus calme de la propriété. Il s'arrêta et regarda Robert droit dans les yeux. Personne n'entend les cris ici. Robert garda sa voix ferme malgré la peur qu'il ressentait. Je suis venu proposer un accord qui profitera à tout le monde. Un accord? Barrett rit. Monsieur Miller, je ne pense pas que vous compreniez votre position ici. Vous n'êtes pas en position de proposer quoi que ce soit. Vous êtes ici pour me remettre ce qui est à moi. L'argent qu'Anthony devait est ici, intervint Jim, la voix plus ferme que Robert ne s'y attendait. 250 000 $. Plus qu'assez pour régler la dette. Barrett se tourna lentement vers Jim. Ah, alors tu l'as enfin trouvé. Ça t'a pris assez de temps, mais tu l'as trouvé. Comment saviez-vous que je cherchais? Jim, mon ami, tu crois que je suis arrivé jusqu'ici en étant négligent? J'ai des yeux et des oreilles dans toute cette région. Je savais que tu cherchais désespérément quelque chose pour me payer. Barrett fit un geste à ses hommes. Où est l'argent? Robert s'avança. Avant que je vous montre quoi que ce soit, j'ai besoin de garanties. Des garanties? La voix de Barrett prit un ton dangereux. Quel genre de garantie? Qu'après avoir reçu l'argent, vous et vos hommes partirez et ne dérangerez plus jamais Lily, Martha, ou quiconque lié à cette propriété. Barrett étudia Robert un long moment. Intéressant. Un riche homme d'affaires qui s'inquiète pour une gamine des bas-fonds. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance.
Ce qui importe, c'est que nous avons l'argent, et vous avez ce que vous voulez. Non, non, non. Barrett agita un doigt. Vous avez une partie de ce que je veux. Anthony me devait 200 000 $ quand il est mort. Mais ces 2 dernières années, avec les intérêts, disons, les frais administratifs, la dette est passée à 300 000 $. Robert sentit le sol se dérober sous ses pieds. 300 000 $? Et ça augmente chaque jour, sourit Barrett. Donc, même si vous me donnez les 250 000 que vous avez trouvés, vous me devez encore 50 000. C'est de l'extorsion, dit Robert. Ce sont les affaires, Barrett se rapprocha. Et en parlant d'affaires, j'ai découvert des choses très intéressantes sur vous, monsieur Miller. Homme d'affaires à succès, multiples propriétés, compte en banque bien garni. 50 000, ça doit être une bagatelle pour quelqu'un comme vous. Robert réalisa qu'il avait été étudié, enquêté. Barrett n'était pas venu là sans préparation. Et si je paie les 50 000, ça résout tout. Pour la dette d'Anthony, oui. Barrett marqua une pause dramatique. Mais maintenant, nous avons une nouvelle situation. Vous vous êtes mêlé de mes affaires, vous avez sorti la vieille et la gamine de la propriété sans permission. Ça m'a causé des désagréments. Jim fit un pas en avant. Barrett, elles ne savent rien de plus. L'argent qui était caché, c'est tout ce qu'il y avait. Tu en es sûr? Barrett se tourna vers Jim avec un sourire cruel. Parce que j'ai reçu des informations selon lesquelles Anthony avait d'autres investissements dans la région et que Martha sait où il se trouve. Robert sentit une vague de désespoir. Quels autres investissements? Petite propriété, entreprise discrète. Anthony était plus malin que vous ne le pensez. Barrett se dirigea vers la fenêtre. La vieille doit savoir où sont les documents, les titres de propriété. Ils pourraient valoir bien plus que ces maigres 250 000 $. Martha est dans le coma à l'hôpital, dit Robert. Elle ne peut rien répondre. Ah, mais elle peut se réveiller. Et quand elle le fera, je serai là pour poser les bonnes questions. La menace était claire et terrible. Robert comprit que remettre l'argent ne résoudrait rien. Barrett avait découvert qu'il y avait potentiellement bien plus en jeu, et il n'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas tout. « Combien voulez-vous » demanda Robert directement. « Maintenant, vous parlez mon langage. » Barrett se retourna, les yeux brillants. 500 000 $ en espèces. Et un accès complet à la vieille quand elle se réveillera. 500 000, c'est absurde. C'est le prix de la tranquillité, monsieur Miller. 500 000 $, et je vous garantis que ni vous, ni la fille, ni la vieille, ni personne liée à vous ne sera plus jamais dérangé. Robert regarda Jim, qui était visiblement secoué. Le montant était astronomique, bien au-delà des ressources trouvées dans la grange. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de Barrett qui disait qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. J'ai besoin de temps pour réunir cet argent. Combien de temps? Robert calcula rapidement, liquider des investissements, transférer des fonds, organiser une telle somme. 1 semaine. 3 jours. 5 jours. Barrett réfléchit. 5 jours. Mais avec des conditions. La vieille reste sous ma surveillance à l'hôpital. Et la fille aussi. Non. Le mot sortit de la bouche de Robert avec plus de force qu'il ne l'imaginait posséder. Les conditions sont les suivantes. J'ai 5 jours pour trouver l'argent, mais Lily et Martha restent en sécurité, sans surveillance, sans menace. Et comment je sais que vous n'allez pas simplement vous enfuir avec elle? Robert sortit son portefeuille et montra sa pièce d'identité. Parce que vous savez où me trouver. Parce que j'ai une vie, des entreprises, des propriétés ici. Je ne peux pas simplement disparaître. Barrett étudia les documents un instant. Malin. Et toi, Jim, où te situes-tu dans tout ça? Jim regarda Robert, puis Barrett. Je reste ici. Je m'assure que rien ne bouge jusqu'à ce que vous ayez votre argent. Comme un otage volontaire? Comme un homme qui paie pour ses erreurs. Barrett sourit pour la première fois, sincèrement. J'aime ça. La responsabilité personnelle. Il se dirigea vers la porte. 5 jours, monsieur Miller. 500 000 $. Et si vous essayez le moindre tour de passe-passe, la moindre ruse, je ne m'en prendrai pas à votre argent. Je m'en prendrai à votre famille. La menace glaça le sang de Robert. Ma famille n'a rien à voir avec ça. Maintenant, si. Parce que vous avez décidé de vous mêler de ce qui ne vous regardait pas. Barrett s'arrêta à la porte. 5 jours. Ne soyez pas en retard.
Quand les voitures s'éloignèrent, Robert s'assit lourdement sur un tas de foin. 500 000 $. C'était une fortune, même pour quelqu'un dans sa position. Et maintenant, sa propre famille était menacée. Robert, dit Jim doucement, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Robert regarda l'homme qui avait commencé comme son locataire défaillant et qui était maintenant devenu une sorte d'allié. Si, je le dois. Parce que si je ne le fais pas, Lily grandira en sachant que je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Et si Barrett ne tient pas sa parole? Robert se leva, sa détermination se cristallisant. Alors, nous devrons nous assurer qu'il la tienne. Robert retourna en ville, Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la menace qui pesait sur sa famille. Il appela sa fille à New York. « Papa ?» Fernanda répondit à la 3e sonnerie. « Quelle surprise! Tu n'appelles jamais en pleine semaine. »« Fernanda, j'ai besoin que tu sois très prudente ces prochains jours. »« Prudente comment ?» Robert peinait à trouver des mots qui ne provoqueraient pas la panique. « Je suis impliqué dans une situation délicate ici. Il se pourrait que des gens essaient de t'utiliser pour faire pression sur moi. »« Papa, tu me fais peur. »« Quel genre de situation ?»« J'aide un enfant dans une situation très difficile. Certaines personnes ne sont pas contentes de mon ingérence. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Papa, ça a l'air dangereux. C'est pourquoi j'ai besoin que tu restes sur tes gardes. Ne va pas seul dans des endroits, varie tes itinéraires, préviens toujours quelqu'un de l'endroit où tu es. Tu veux que je vienne là-bas ?» Robert réfléchit. Une partie de lui voulait Fernanda près de lui, où il pourrait la protéger. Une autre partie savait qu'il était plus sûr pour elle de rester loin pour l'instant. Reste à New York. Mais reste en contact quotidien avec moi. Après l'appel, Robert s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda par la fenêtre de son bureau. Sa vie était devenue méconnaissable en moins de 48 heures. C'était un homme habitué au contrôle, à la prévisibilité. Maintenant, il naviguait en eau totalement inconnue. Son téléphone sonna. C'était un numéro local qu'il ne reconnaissait pas. Robert Miller. « Monsieur Miller, c'est Carla de l'hôpital. Nous avons un problème. » L'estomac de Robert se noua. Quel genre de problème? Quelqu'un a essayé d'entrer dans la chambre de Lily il y a 1 heure. Un homme a prétendu être un parent, mais quand la sécurité a demandé une pièce d'identité, il s'est enfui. Avez-vous une description? Homme blanc, environ 40 ans, vêtements sombres. Mais monsieur Miller, il y a autre chose. Nous avons trouvé ça à l'entrée de la chambre de Martha. Robert ferma les yeux. Qu'avez-vous trouvé? Une note. Il y a juste écrit, plus que 3 jours. Elle en sait plus qu'elle ne le dit. Barrett n'attendait pas les 5 jours convenus. Il mettait la pression immédiatement, testant les défenses, envoyant un message clair que ces menaces étaient réelles. Robert prit une décision qu'il savait risquée, mais nécessaire. Carla, je dois transférer Lily et Martha dans un autre hôpital. Aujourd'hui. Monsieur Miller, elles ont encore besoin de soins. J'organiserai des soins privés. L'important est de les sortir de là avant que quelqu'un n'essaie à nouveau. C'est très irrégulier. Carla, la vie de ces personnes est en danger. J'assume l'entière responsabilité, mais je dois les déplacer maintenant. 2 heures plus tard, Robert avait organisé une ambulance privée et transféré Lily et Martha dans une clinique privée d'une ville voisine, les enregistrant sous de faux noms. C'était une opération coûteuse et compliquée, mais nécessaire. Quand il rentra enfin chez lui cette nuit-là, une surprise l'attendait. Jim était assis sur son porche. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Robert. « J'ai marché, puis j'ai fait du stop. » Jim avait l'air épuisé. « Nous devons parler. »« De quoi ?» ?»« De ce que Barrett ne vous a pas dit. De la raison pour laquelle il veut vraiment autant d'argent. » Jim regarda Robert droit dans les yeux. « Et de ce qui se passera après que vous aurez payé. » Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire que payer 500 000 $ ne va pas résoudre notre problème. Ça va juste le rendre beaucoup, beaucoup plus grand. » Robert fit entrer Jim, lui offrant une tasse de café. L'homme semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis le matin. Ses mains tremblaient légèrement, et il y avait dans ses yeux une urgence que Robert n'avait jamais vue auparavant. « Parle, » dit Robert en s'asseyant à la table de la cuisine. Jim but une gorgée de café avant de commencer. Barrett n'est pas juste un usurier ordinaire, Robert. Il est bien pire. Et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que mon père ne lui devait pas d'argent pour des prêts. Alors pourquoi ?
Parce que mon père a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Jim regarda par la fenêtre, comme s'il craignait d'être observé. Barrett dirige un réseau de blanchiment d'argent qui s'étend sur 3 États. Des propriétés rurales achetées avec de l'argent sale, puis revendues propres. Mon père est tombé sur cette opération par hasard. Robert sentit un frisson. Comment? Il y a 3 ans, Barrett a approché mon père, lui proposant un accord apparemment légitime. Il voulait acheter des terres improductives à un prix supérieur à celui du marché. Mon père, toujours avide, a accepté de vendre une partie de la propriété. Et ensuite, mon père a commencé à remarquer des choses étranges. De l'argent provenant de comptes qui ne correspondaient pas aux acheteurs officiels, des documents falsifiés, des gens qui étaient censés être les propriétaires légaux mais qui n'apparaissaient jamais sur les propriétés. Robert commençait à comprendre la dimension du problème. Ton père a découvert qu'il aidait à blanchir de l'argent. Pire, il a découvert que plusieurs propriétés dans la région étaient utilisées pour ça, et que certains fermiers locaux étaient forcés d'y participer, qu'ils le veuillent ou non. Et quand il a confronté Barrett, Jim rit amèrement. Mon père n'a pas confronté. Il a essayé de le faire chanter. La révélation frappa Robert comme un éclair. Du chantage? Il a documenté tout ce qu'il pouvait et a essayé de faire payer Barrett pour qu'il se taise. Les 200 000 $ n'étaient pas une dette, Robert. C'était le paiement du chantage. Donc ton père extorquait Barrett? Pendant 2 ans. Jusqu'à ce que Barrett en ait assez et décide qu'il serait plus facile d'éliminer le problème. Éliminer comment? Jim regarda Robert droit dans les yeux. Mon père n'est pas mort de cause naturelle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Robert eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Es-tu en train de dire que Barrett a tué ton père? Je dis que mon père est mort très opportunément pour Barrett. Crise cardiaque soudaine. Pas d'antécédent cardiaque. Pas d'autopsie parce qu'il n'y avait pas de soupçon. Pourquoi n'as-tu pas dit ça avant? Parce que je n'étais pas sûr. Parce que j'avais si peur et j'étais si en colère que je ne pouvais plus penser. Jim frappa du poing sur la table. Et parce qu'une partie de moi pensait que mon père méritait ce qui lui était arrivé. Robert se dirigea vers la fenêtre, essayant de traiter l'information. Si c'est vrai, payer 500 000 $ à Barrett fera de vous le prochain problème à éliminer, compléta Jim. Parce que maintenant, vous en savez trop. Vous avez accès à Martha, qui pourrait savoir où mon père a caché les preuves. Vous êtes devenu une menace. Quelle preuve? Mon père était paranoïaque. Il disait toujours que s'il lui arrivait quelque chose, il y avait des documents gardés en lieu sûrs qui feraient tomber des gens importants. J'ai toujours cru que c'était de la frime, mais maintenant... Robert se retourna. La clé que Martha a mentionnée. Le coffre-fort à la banque. Probablement. Et si Barrett soupçonne son existence, il n'arrêtera jamais de chercher, termina Robert la pensée. Même si je paie les 500 000. Exactement. En fait, payer lui confirmera que vous avez assez de ressources pour être un plus gros problème. Robert se rassit, son esprit travaillant furieusement. Donc, nos options sont de fuir ou de nous battre. Fuir où? Tu l'as dit toi-même, son opération s'étend sur 3 États, acquiesça Jim. Et il a des contacts avec les forces de l'ordre local. C'est pour ça qu'il n'a jamais été inquiété. Robert prit son téléphone. Alors nous portons ça à quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose. Qui? Le FBI. Si c'est du blanchiment d'argent inter-État, c'est de la juridiction fédérale. Jim secoua la tête. Robert, vous n'avez pas de preuves. C'est juste la parole d'un homme ivre et endetté contre un homme d'affaires respecté. Barrett est prudent, il a des façades légales pour tout. Alors nous trouverons des preuves. Comment? Robert regarda Jim un long moment. Martha a dit que ton père gardait une clé de coffre-fort. Si nous pouvons découvrir quelle banque, quel coffre. C'est impossible. Il y a des dizaines de banques à Midland City. Pas si nous utilisons la bonne technologie. Robert prit son ordinateur portable. Je peux engager des détectives privés, des gens spécialisés dans la traque de comptes bancaires. Ça coûtera une fortune. Moins que 500 000 $. Et moins que nos vies. Jim resta silencieux un instant. Robert, il y a autre chose. Quoi encore? Martha pourrait faire semblant de ne pas tout se souvenir. Robert le regarda avec incrédulité. Pourquoi? Parce qu'elle est plus maligne qu'elle n'en a l'air.
Quand elle et Lily sont arrivées sur la propriété, elles ne cherchaient pas la charité. Elles cherchaient quelque chose de précis. Comment le sais-tu? Parce que je l'ai surprise plusieurs fois à rôder sur la propriété la nuit, quand elle pensait que je dormais. Elle cherchait quelque chose. Robert sentit une nouvelle vague de complications approcher. Elle cherchait quoi? Je ne sais pas. Mais elle connaissait très bien la propriété pour quelqu'un qui ne l'avait soi-disant visitée que quelques fois. Penses-tu qu'elle est au courant de l'opération de blanchiment d'argent? Je pense qu'elle en sait beaucoup plus qu'elle ne le dit à tout le monde. Y compris à vous. Robert regarda l'horloge. Il était presque 22 heures. Dans moins de 3 jours, Barrett attendrait son argent, et maintenant il découvrait que peut-être ni Martha ni Barrett n'étaient complètement honnêtes sur leur motivation. Jim, je dois te poser une question difficile. Laquelle? Dans toute cette histoire, y a-t-il quelqu'un en qui je puisse vraiment avoir confiance? Jim réfléchit un long moment avant de répondre. Lily. Un enfant de 6 ans est la seule personne dans toute cette situation qui n'a pas d'arrière-pensée. Robert regarda son téléphone, pensant à la fillette qui était maintenant cachée dans une clinique privée sous un faux nom. Un enfant qu'il avait appelé Oncle Bob et qui représentait la seule chose pure au milieu de toute cette corruption et cette violence. Alors c'est pour elle que nous nous battrons, dit-il finalement. Contre Barrett? Contre des gens qui tuent pour bien moins que ça. Robert se leva, une détermination froide s'installant en lui. Jim, il y a 48 heures, j'étais un homme d'affaires qui ne se souciait que des profits et des propriétés. Maintenant, j'ai découvert qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Et tu es prêt à tout faire pour protéger Lily? Même si cela signifie détruire ma propre vie. Robert regarda par la fenêtre l'obscurité extérieure, où il savait que des dangers invisibles attendaient. Ma vie était déjà détruite au moment où j'ai vu cette fille enchaînée. Maintenant, je décide juste quoi construire à sa place. Robert ne dormit pas cette nuit-là. Il passa des heures à travailler sur son ordinateur portable, à rechercher des détectives privés, des bureaux du FBI, et à essayer de former un plan qui ne se terminerait pas par leur mort à tous. Jim s'endormit sur le canapé vers 3 heures du matin, physiquement et émotionnellement épuisé. À 6 heures du matin, Robert était prêt. Il avait engagé un détective privé de New York, spécialisé dans les crimes financiers, et organisé une rencontre avec un agent fédéral à Midland City. Il avait aussi fait quelque chose qu'il savait risquer, transférer 2 millions de dollars sur un compte offshore aux îles Caïmans. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Jim quand Robert lui expliqua ses actions matinales. « Parce que s'il m'arrive quelque chose, je veux que Lily ait les ressources pour commencer une nouvelle vie, n'importe où dans le monde. » Robert, tu penses comme si nous avions déjà perdu. Je pense comme quelqu'un qui comprend que nous combattons des gens très puissants. Robert leur servit à tous les deux du café. Mais je pense aussi comme quelqu'un qui ne va pas abandonner. Le téléphone sonna. C'était le détective privé, Paul. Monsieur Miller, j'ai déjà commencé à travailler avec les informations que vous m'avez données. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Commencez par les mauvaises. Retracer des comptes bancaires sans numéro spécifique ou plus de détails est presque impossible, même avec une technologie avancée. Il nous faudrait des mandats, ce qui prendrait des semaines. Robert sentit son estomac se serrer. Et les bonnes nouvelles? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Barrett. Il a plusieurs sociétés écrans, mais elles ont toutes été créées au cours des 5 dernières années. Avant ça, rien. C'est comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Barrett n'est probablement même pas son vrai nom. Et ça m'a donné une idée. Robert se pencha en avant. Quelle idée? S'il utilise une fausse identité, il a peut-être fait des erreurs dans des documents antérieurs. Des erreurs que je peux traquer. Mais j'aurai besoin de plus de temps. Combien de temps? Environ 2 jours. Robert regarda Jim. Nous n'avons pas 2 jours. Alors il est peut-être temps d'essayer l'autre approche, dit Paul. Provoquer Barrett pour qu'il fasse une erreur. Comment? En prétendant que vous avez des preuves que vous n'avez pas. En le forçant à agir de manière imprudente. Robert raccrocha et se tourna vers Jim. C'est une idée folle, mais ça pourrait marcher. Ou ça pourrait nous tuer plus vite. Jim, il y a quelque chose que je dois te demander. Veux-tu vraiment te racheter pour ce que tu as fait à Lily? Jim regarda ses mains. Plus que tout. Alors j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui pourrait être très dangereux. Quoi? J'ai besoin que tu appelles Barrett et que tu lui dises que Martha s'est réveillée et a révélé l'emplacement du coffre-fort.
Jim pâlit. Robert, c'est du suicide. Pas si nous le faisons bien. Nous organiserons une rencontre dans un lieu public, avec beaucoup de monde autour. Et nous aurons du renfort. Quel renfort? Robert lui montra la carte qu'il avait reçue de l'agent fédéral. Le FBI surveillera. Si Barrett mord à l'hameçon et se présente, nous aurons la preuve qu'il est impliqué. Et s'il ne mord pas à l'hameçon? Alors au moins, nous gagnons du temps. Jim resta silencieux un long moment. Robert, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de mon père. Robert soupira. Quoi encore? Avant de mourir, il m'a donné une enveloppe. Il a dit de ne l'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose. Je ne l'ai jamais ouverte. Robert se leva brusquement. Où est cette enveloppe? Enterrée sous le poulailler, sur la propriété. Et tu n'as pas pensé à mentionner ça avant? J'avais peur, explosa Jim. Peur de ce que je pourrais trouver. Peur de confirmer que mon père était vraiment impliqué avec des criminels. Peur de devenir la prochaine cible. Robert attrapa ses clés de voiture. Allons chercher cette enveloppe. Maintenant. Robert, Barrett surveille peut-être la propriété. Alors nous serons prudents. Le trajet jusqu'à la propriété fut tendu. Robert emprunta des routes secondaires, vérifiant constamment s'ils étaient suivis. Quand ils arrivèrent, la propriété semblait déserte, mais il y avait quelque chose dans l'air qui les rendait nerveux. Le poulailler était derrière la maison principale. Jim guida Robert vers un coin spécifique et commença à creuser avec une vieille pelle. Après quelques minutes, il heurta quelque chose de solide. La voilà, dit-il en sortant une petite boîte en métal. À l'intérieur de la boîte se trouvait une enveloppe jaunie et une petite clé, différente de celle que Martha avait mentionnée. Robert ouvrit l'enveloppe. Il y avait plusieurs photographies de documents, de virements bancaires, et une lettre manuscrite d'Anthony. Si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Jim, mon fils, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la vie, mais la plus grande a été de m'impliquer avec des gens dangereux par avidité. L'homme qui se fait appeler Barrett est en réalité Raymond Collins, un ancien policier corrompu d'une grande ville. Il dirige une opération de blanchiment d'argent de la drogue à travers des propriétés rurales. J'ai des preuves sur plus de 20 propriétés impliquées et les noms de politiciens qui reçoivent des pots de vin. Tout est dans le coffre-fort de la succursale de la Federal Reserve Bank à Midland City. Coffre numéro 247. Cette clé ouvre ce coffre. Utilise ces informations pour te protéger, mais sois prudent. Barrett tue quiconque menace son opération. Robert regarda Jim, qui lisait par-dessus son épaule. Ton père a laissé assez de preuves pour faire tomber Barrett. Et maintenant? Robert prit son téléphone. Maintenant, nous appelons le FBI et nous leur remettons tout. Robert, regarde. Robert se tourna et vit deux PQPS noirs approcher sur la route. Barrett avait découvert où ils étaient. Fuir ou se battre? Demanda Jim. Robert regarda les preuves dans ses mains, puis les camions qui approchaient. Se battre. Mais intelligemment. Il attrapa son téléphone et appela l'agent fédéral alors qu'il courait vers la voiture. Agent Silva, c'est Robert Miller. Je suis à la propriété rurale avec des preuves concrètes contre l'opération de Barrett. Il arrive ici maintenant avec des hommes armés. J'ai besoin de renforts immédiats. Emplacement exact? Robert donna les coordonnées alors qu'il montait dans la voiture. Les camions étaient à moins de 100 mètres. 15 minutes pour l'arrivée de l'équipe, dit l'agent. Robert regarda dans le rétroviseur. Nous n'avons pas 15 minutes. Il démarra la voiture et accéléra, mais au lieu de fuir par la route principale, il prit un sentier qu'il connaissait et qui menait au sommet d'une colline. C'était risqué, mais c'était le seul endroit où il pourrait gagner du temps. Robert, ils nous poursuivent. Je sais. Mais là-haut, ils devront venir à pied. Et quand le FBI arrivera, ils pourront tout voir. En montant la colline, Robert passa un autre appel. Paul, vous devez envoyer tout ce que vous avez trouvé sur Barrett à l'agent Silva du FBI. Maintenant. J'ai plus d'infos. Raymond Collins a été renvoyé de la police il y a 6 ans pour corruption. Il y a un mandat d'arrêt ouvert contre lui dans la ville. Envoyez tout. Robert se gara au sommet de la colline et regarda en bas. Les camions s'étaient arrêtés et des hommes armés en sortaient. Mais au loin, il pouvait voir des gyrophares bleus s'approcher sur la route principale. Jim, dans quelques minutes, ce sera fini. D'une manière ou d'une autre. Jim serra les preuves contre sa poitrine. Robert, s'il arrive quelque chose? Il n'arrivera rien.
Parce que maintenant, nous avons quelque chose que Barrett n'attendait pas. Quoi? Robert sourit pour la première fois depuis des jours. La vérité. Et le renfort du FBI. Le bruit des hélicoptères commença à résonner dans la vallée. Les hélicoptères du FBI tournoyaient au-dessus de la colline comme des vautours, leurs projecteurs fendant la brume matinale. Robert vit Barrett ou Raymond Collins faire des gestes furieux à ses hommes, réalisant clairement qu'il était tombé dans un piège. « Attention, vous êtes cernés !» La voix amplifiée provenait d'un des hélicoptères. « Jetez vos armes et rendez-vous !» Robert observa par la lunette arrière de la voiture le déroulement de l'opération. Certains des hommes de Barrett jetèrent immédiatement leurs armes, mais d'autres hésitèrent. Barrett criait quelque chose que Robert ne pouvait pas entendre par-dessus le bruit des rotors. « Robert, regarde là !» Jim montra un sentier latéral. Barrett essaie de s'enfuir. En effet, Barrett s'était détaché du groupe et grimpait la colline à pied, essayant clairement de les atteindre avant que la police ne le capture. Robert sentit un frisson en réalisant l'intention de l'homme. « Il vient chercher les preuves », murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Robert regarda autour de lui. Ils étaient au sommet de la colline, nulle part où fuir. Barrett grimpait avec détermination, un pistolet à la main, et le FBI était occupé à arrêter les autres hommes en bas. « Jim, tu dois descendre vers la police avec les preuves. »« Et toi ?»« Je vais gagner du temps. »« Robert, il est armé. » Et j'ai quelque chose qu'il veut plus que de nous tuer, les preuves. Robert attrapa l'enveloppe et sortit de la voiture. « Va, Jim. Apporte ça à l'agent. Je ne te laisse pas seul. Risquez maintenant sa vie à ses côtés. Jim, veux-tu? Alors assure-toi que ces preuves arrivent à la police. Assure-toi que Barrett ne puisse plus jamais lui faire de mal, à elle ou à un autre enfant. » Jim hésita un instant, puis prit l'enveloppe et dévala le sentier opposé en criant pour attirer l'attention des policiers. Barrett apparut au sommet de la colline 60 secondes plus tard, en sueur et haletant, mais avec son arme fermement pointée sur Robert. « Où sont les documents ?» demanda-t-il sans préambule. « En lieu sûr. »« Ne joue pas avec moi, Robert. Mes hommes sont arrêtés, mon opération est compromise. Je n'ai plus rien à perdre. » Robert recula d'un pas, gardant les mains visibles. « Raymond Collins, c'est comme ça que tu t'appelles vraiment. » Barrett sourit froidement. « Alors tu as découvert. Ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. » « Si, ça en a. Parce que maintenant, le FBI sait qui tu es vraiment. Ils savent pour ton renvoi de la police, ils savent pour les mandats d'arrêt ouverts. Et tu crois que ça m'inquiète? J'ai toujours réussi à m'en sortir avant. Mais tu n'as jamais eu de preuves physiques contre toi. Des photos, des documents, des virements bancaires. Ton père a tout documenté, Raymond. » Pour la première fois, Robert vit une peur réelle dans les yeux de Barrett. « Où sont ces documents? » « Avec le FBI. » « Mensonge. S'il les avait, tu ne serais pas ici à négocier. » Robert sourit. « Qui a dit que je négociais? » C'est alors que Jim réapparut derrière Barrett, accompagné de 2 agents fédéraux armés. « Jetez l'arme !» cria l'un des agents. Barrett se retourna rapidement, mais réalisa qu'il était en infériorité numérique. Pendant un instant qui parut une éternité, Robert pensa que l'homme allait résister. Puis, lentement, Barrett abaissa son arme. « Raymond Collins, » dit l'agent, « vous êtes en état d'arrestation pour racket, blanchiment d'argent, extorsion et corruption. » Alors qu'il lui passait les menottes, Barrett regarda Robert droit dans les yeux. « Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. J'ai des amis puissants. Je serai dehors dans une semaine. »« Peut-être, » répondit calmement Robert. « Mais une semaine, c'est assez de temps pour que Lily soit dans un endroit sûr, loin des gens comme vous. » La mention de Lily fit se briser quelque chose dans l'expression de Barrett. Cette maudite gamine. Rien de tout ça ne serait arrivé si elle n'avait pas. Si elle n'avait pas quoi? L'interrompit Robert. Essayer de manger quand elle avait faim? Exister? Était un enfant innocent? Barrett fut emmené sans répondre, mais Robert vit dans ses yeux que l'homme tenait toujours Lily pour responsable de sa chute. Même menotté, même entouré d'agents fédéraux, il blâmait encore un enfant de 6 ans pour ses propres choix criminels. L'agent Silva s'approcha de Robert. « Monsieur Miller, les preuves que votre ami nous a apportées sont suffisantes pour faire tomber une opération que nous enquêtions depuis 2 ans. Des dizaines de propriétés, des millions en argent blanchi, des politiciens corrompus. Vous avez fait un travail exceptionnel tous les deux. Et Barrett? Sortira-t-il?
Avec les preuves que nous avons, il sera enfermé pour très longtemps. Et sans la protection politique qu'il avait, d'autres criminels qu'il a lésés pourraient vouloir régler leur compte. Robert sentit un profond soulagement. Et les menaces envers ma famille? Avec l'arrestation de Barrett et le démantèlement de son réseau, il n'y a plus de menaces. Vous êtes en sécurité. Jim s'approcha, tremblant encore de l'adrénaline. Robert, vous êtes fou. Vous auriez pu mourir. Mais je ne suis pas mort. Et maintenant, Lily peut grandir sans peur. En parlant de Lily, dit l'agent Silva, vous devrez régulariser sa situation juridique. Avec le décès du père confirmé et la grand-mère encore en convalescence. Robert y avait déjà pensé. Je veux l'adopter. Officiellement. Jim le regarda, surpris. Robert, c'est ce que je veux, Jim. Ces dernières semaines, j'ai découvert que ma vie était vide. Lily m'a montré ce qui comptait vraiment. Et moi? Demanda Jim avec hésitation. Elle est techniquement ma demi-sœur. Robert étudia le visage de l'homme. Malgré toutes les erreurs qu'il avait commises, Jim avait fait preuve de courage et de décence quand cela comptait. Lily aura besoin de sa famille. Si tu as vraiment changé, si tu veux vraiment te racheter, il y a une place pour toi aussi. En tant que famille. En tant que personne qui tienne à elle. Jim se mit à pleurer, des larmes de soulagement, de regret et d'espoir. Robert, je ne mérite pas. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit, Jim. Mais Lily mérite d'avoir des gens qui se battent pour elle. Et c'est ce que nous allons faire. En descendant la colline, Robert appela la clinique où Lily était cachée. Quand elle répondit au téléphone, sa petite voix remplit son cœur de joie. Oncle Bob? Quand est-ce que tu viens me chercher? Je suis en route, petite. Et j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Quelles nouvelles? Robert regarda Jim, qui hocha la tête pour l'encourager. Je te le dirai en personne. Mais je peux te dire une chose, tu n'auras plus jamais à avoir peur de rien. Promis? Robert regarda en arrière, là où les lumières clignotantes des voitures du FBI étaient encore visibles. Barrett était emmené pour faire face à la justice, son réseau criminel démantelé. Lily était en sécurité. Je le promets, Lily. Je le promets. 3 semaines après l'arrestation de Barrett, Robert était assis dans la salle d'attente du palais de justice, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été lors d'une négociation commerciale. À côté de lui, Lily balançait ses jambes sur une chaise trop grande pour elle, vêtue d'une robe bleue que Robert avait achetée spécialement pour ce jour. « Oncle Bob, es-tu sûr de vouloir être mon vrai papa ?» demanda-t-elle pour la 10e fois ce matin-là. « Plus sûr que tout dans ma vie », répondit-il en serrant doucement sa petite main. Jim était de l'autre côté de la pièce, parlant à voix basse avec Martha, qui avait enfin reçu son congé de l'hôpital. La femme âgée était encore fragile, mais son esprit était clair et elle avait donné son plein soutien à l'adoption. « Robert, » avait dit Martha la semaine précédente, « vous avez sauvé ma petite fille d'une vie que je ne pouvais pas lui donner. Anthony serait fier. » L'assistante sociale, Carla, s'approcha avec un dossier rempli de documents. « Monsieur Miller, le juge est prêt pour vous. » Le processus fut plus émouvant que Robert ne s'y attendait. Le juge Davis, était un homme d'une 60aine d'années qui prenait manifestement son travail au sérieux. Il posa des questions détaillées sur les projets de Robert pour Lily, sa situation financière et le soutien familial dont elle bénéficierait. « Lily, » dit le juge en s'adressant directement à la fillette, « comprends-tu ce qui se passe ici aujourd'hui ?» Lily hocha la tête solennellement. « Oncle Bob va devenir mon papa sur le papier aussi, pas seulement mon papa de cœur. » Le juge sourit, la première fois qu'il montrait une émotion durant toute l'audience. « Et tu le veux ?»« Je le veux très fort. Il m'a sauvé des cochons. » « Des cochons ?» Robert expliqua brièvement les circonstances de sa découverte de Lily, omettant les détails les plus traumatisants. Le juge prit des notes attentives. « Et monsieur Jim Peterson, quel sera votre rôle dans la vie de l'enfant ?» Jim se leva. « Votre honneur, j'ai commis de terribles erreurs avec Lily. Des erreurs que je porterai toute ma vie. Mais si elle et Robert me le permettent, je veux être le meilleur oncle possible. Lily, que penses-tu de monsieur Peterson ?» La fillette regarda Jim un long moment. Robert retint son souffle, sachant que ce moment était crucial pour la rédemption de Jim. « Il m'a fait du mal, » dit finalement Lily. « Mais oncle Bob a dit que parfois, les gens font de mauvaises choses quand ils sont tristes et qu'ils ont peur. Et il a dit que c'est pardonner quand la personne veut être meilleure. » Jim se mit à pleurer silencieusement. « Alors tu lui pardonnes ?» demanda le juge.
je lui pardonne. Mais il n'a plus jamais le droit de m'enchaîner. Plus jamais, petite, dit Jim, la voix étranglée. Plus jamais. Le juge frappa de son marteau. Considérant toutes les circonstances exceptionnelles de ce cas et le meilleur intérêt évident de l'enfant, j'accorde la requête d'adoption. Robert Miller, vous êtes maintenant officiellement le père légal de Lily Martha Miller. Robert sentit les larmes couler sur son visage alors que Lily lui sautait dans les bras en criant « Papa » pour la première fois. À la sortie du palais de justice, une surprise les attendait. Fernanda, la fille de Robert, avait conduit depuis New York pour être présente. Elle serra Robert dans ses bras, puis s'agenouilla pour être à la hauteur de Lily. « Bonjour Lily, je suis Fernanda. Maintenant, nous sommes sœurs. » Lily l'examina attentivement. « Tu es jolie. Tu m'apprendras à faire des tresses ? Je t'apprendrai tout ce que tu veux. » 2 semaines plus tard, Robert supervisait la rénovation de l'ancienne propriété de Jim, qui était maintenant officiellement la sienne. Mais au lieu de l'utiliser pour l'agro-industrie, il la transformait en quelque chose de complètement différent. Le Havre de l'Espoir, lut Martha sur le panneau que Jim était en train d'installer à l'entrée. « J'aime bien ce nom. » C'était l'idée de Lily, dit Robert en regardant la fillette jouer dans ce qui était autrefois la porcherie et qui était maintenant devenu une aire de jeu colorée. Elle a dit qu'elle voulait un endroit où d'autres enfants pourraient avoir de l'espoir. La propriété était en cours de conversion en un foyer temporaire pour enfants à risque. Il y aurait de petits chalets pour les familles, une école, un jardin communautaire et toutes les ressources nécessaires pour donner aux enfants vulnérables une chance de commencer une nouvelle vie. Jim s'approcha, essuyant la sueur de son front. « Robert, puis-je te poser une question ? » « Bien sûr. Pourquoi m'as-tu inclus dans ce projet ? Après tout ce que j'ai fait, pourquoi m'as-tu donné une seconde chance ? » Robert regarda Lily, qui apprenait à d'autres enfants du quartier à nourrir les poules dans le poulailler rénové. « Parce que Lily m'a appris que tout le monde mérite une seconde chance de faire ce qui est juste. Et si je te déçois ? Alors tu essaieras encore. Et encore, jusqu'à ce que tu y arrives. » Martha les rejoignit. « Anthony serait fier de voir ce que tu as fait de cet endroit. » « Martha, dit Robert, je voulais vous demander quelque chose. Vous ne saviez vraiment rien de l'opération de blanchiment d'argent ? » La femme âgée sourit légèrement. « Robert, quand on vit avec un homme pendant 15 ans, on apprend à reconnaître quand il est impliqué dans des choses qu'il ne devrait pas. » « Ah, alors vous saviez. » « Je savais qu'il gardait des secrets. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il laisse des preuves écrites, au cas où quelque chose lui arriverait. » « Et le coffre-fort à la banque ?» Martha gloussa. « Il y avait 2 clés. Celle que je vous ai dit avoir perdue dans l'incendie, c'était pour un coffre avec de l'argent qu'Anthony gardait pour les urgences. L'autre, celle que Jim a trouvée, c'était pour les preuves. » Robert secoua la tête, impressionné. « Vous avez tout orchestré. » « J'ai protégé ma petite fille de la seule manière que je connaissais. En m'assurant que, le moment venu, les bonnes personnes auraient les outils nécessaires pour rendre la justice. Pourquoi ne me l'avoir pas dit avant ? Parce que vous deviez choisir de sauver Lily de votre propre gré, pas par ma manipulation. Vous deviez découvrir par vous-même quel genre d'homme vous étiez vraiment. » Robert regarda autour de lui la propriété transformée. Là où il y avait eu de la souffrance, il y avait maintenant de l'espoir. Là où il y avait eu de la peur, il y avait maintenant de la sécurité. Et là où il y avait eu une fille enchaînée, il y avait maintenant un enfant libre, jouant avec d'autres enfants, leur apprenant que les poulaillers servent à nourrir les poules, pas à voler par désespoir. « Papa !» cria Lily depuis l'aire de jeu. « Viens voir ce que j'ai fait. » Elle avait dessiné à la craie sur le sol une grande famille en bâton. Un homme grand, Robert, une petite fille, elle, une femme âgée, Martha, un homme aux cheveux noirs, Jim, et une femme aux cheveux longs, Fernanda. « C'est notre famille, dit-elle fièrement. Robert s'agenouilla à côté du dessin. « C'est parfait, ma chérie. Papa, je peux te poser une question ? » « Toujours. Si je n'avais pas essayé de prendre la poule ce jour-là, est-ce que tu m'aurais quand même trouvé ? » Robert réfléchit à la question profonde de sa fille. « Tu sais ce que je pense, Lily ? Je pense que d'une manière ou d'une autre, nous nous serions toujours trouvés. Parce que la vraie famille trouve toujours son chemin. » Lily sourit et ajouta un autre dessin au sol. Un grand soleil jaune brillant au-dessus de tous. « Maman, c'est parfait, dit-elle. » Et Robert sut que c'était vraiment le cas. 1 an après cette première rencontre dans la porcherie, Robert était assis sur le porche de la maison principale du Havre de l'Espoir, observant l'activité matinale sur la propriété. Des enfants couraient dans la cour,
leur rire résonnant là où il n'y avait eu que silence et souffrance. Il y avait maintenant 15 familles, toutes en train de recommencer leur vie en toute sécurité. Lily arriva en courant, comme chaque matin, pour prendre le petit déjeuner avec lui. À 7 ans maintenant, elle avait grandi et pris du poids, ses cheveux brillaient de santé et ses yeux rayonnaient d'une confiance que Robert trouvait parfois difficile à croire. « Bonjour papa », dit-elle en grimpant sur ses genoux. « Bonjour ma princesse. As-tu bien dormi ? J'ai rêvé de grand-mère Martha. Elle m'apprenait à faire un gâteau au chocolat. » Robert sourit. Martha était décédée paisiblement dans son sommeil 3 mois plus tôt, mais sa présence se faisait encore sentir dans tout le havre de l'espoir. Elle avait passé ces derniers mois à aider d'autres grand-mères de la communauté à s'occuper de petits-enfants orphelins, transmettant sa sagesse et sa force. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans le rêve ? Elle a dit qu'elle était fière de moi et que papa Anthony l'était aussi. Robert sentit un pincement au cœur. Lily avait commencé à appeler son père biologique papa Anthony pour le différencier de Robert, gardant le souvenir de l'homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais qu'il avait assez aimé pour la protéger même après la mort. Jim s'approcha, portant une boîte à outils. Il était devenu l'administrateur du Havre de l'Espoir et construisait une nouvelle aire de jeu pour les plus jeunes. « Bonjour tout le monde. Lily, tu veux aider oncle Jim à peindre les nouveaux jouets aujourd'hui ? » « Je peux, papa ?» demanda Lily, excitée. « Bien sûr. Mais d'abord, le petit déjeuner. » Robert regarda Jim s'éloigner et ressentit une profonde satisfaction. L'homme s'était complètement transformé. Il avait arrêté de boire, suivait une thérapie hebdomadaire en ville et consacrait toute son énergie à s'occuper des enfants du Havre. Sa rédemption n'avait pas été immédiate ni facile, mais elle était authentique et durable. Fernanda arriva avec sa propre fille de 3 ans, Isabella, qui était devenue la meilleure amie de Lily. Robert sourit en voyant les deux courir ensemble. Fernanda avait déménagé dans une maison voisine après son divorce, voulant se rapprocher de la famille. « Papa, d'autres dons sont arrivés de la ville », annonça Fernanda. « Et le maire veut savoir si tu serais d'accord pour étendre le projet à d'autres propriétés. » Robert réfléchit à la proposition. Le Havre de l'Espoir était devenu un modèle pour toute la région. Des politiciens venaient le visiter, des journalistes écrivaient des reportages, et d'autres villes voulaient reproduire le projet. « Qu'en penses-tu, Lily ?» demanda-t-il à sa fille. « Devrions-nous aider plus d'enfants ? » « Bien sûr. Plus il y a d'enfants heureux, mieux c'est. » La simplicité de la réponse fit rire Robert. À 7 ans, Lily avait déjà développé une compassion naturelle pour les moins fortunés, voulant toujours partager ses jouets et s'inquiétant toujours lorsqu'un nouvel enfant arrivait, effrayé, au Havre de l'Espoir. Après le petit déjeuner, Robert fit sa promenade quotidienne sur la propriété. C'était un rituel qui l'aidait à assimiler les transformations de sa vie. Il passa devant l'endroit où se trouvait autrefois la porcherie, maintenant un jardin coloré avec un petit mémorial pour Martha. Il passa devant la grange où il avait trouvé les preuves qui avaient fait tomber Barrett, maintenant convertie en bibliothèque communautaire. Il s'arrêta au poulailler rénové, où Lily apprenait à une nouvelle fille, arrivée la semaine précédente, à nourrir les poules. « Tu n'as pas à avoir peur », disait Lily patiemment. « Elles sont douces. Et regarde, quand tu leur donnes du grain, elles sont contentes. » La nouvelle fille, arrivée la semaine précédente dans une situation similaire à celle que Lily avait vécue, regardait avec fascination. « Lily, dit la fillette, tu n'as jamais eu peur des poules. » Lily réfléchit un instant. « Une fois, j'ai essayé de prendre une poule parce que j'avais très faim. Mais ce n'était pas de la peur, c'était du désespoir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? De méchantes personnes m'ont fait du mal à cause de ça. Mais de bonnes personnes m'ont sauvé. » Lily regarda en direction de Robert. « Et maintenant, j'apprends aux autres enfants qu'ils n'ont jamais besoin de voler de la nourriture, parce qu'il y aura toujours assez de nourriture pour tout le monde. » Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa fille avait transformé le traumatisme en mission, la souffrance en but. Cet après-midi-là, une lettre que Robert attendait arriva. Elle venait de Paul, le détective privé qui l'avait aidé à découvrir la vérité sur Barrett. « Robert, j'ai pensé que vous aimeriez savoir que Raymond Collins a été condamné à 22 ans de prison. Son réseau de blanchiment d'argent a été complètement démantelé. Plus de 50 propriétés ont été récupérées et vendues, et les bénéfices ont été affectés à des programmes de protection de l'enfance. Votre travail a sauvé des centaines d'enfants qui ne savent même pas que vous existez. » Robert rangea la lettre et regarda autour de lui. Le soleil se couchait sur le Havre de l'Espoir, peignant tout de teintes dorées.
Les enfants jouaient librement, les familles dînaient ensemble, l'espoir s'épanouissait là où il n'y avait eu que du désespoir. Lily accourut vers lui, comme elle le faisait toujours à la fin de la journée. « Papa, je peux te dire un secret ?» « Toujours. Parfois, je me souviens de quand j'étais enchaîné avec les cochons. Mais tu sais à quoi je pense quand je m'en souviens ? » « À quoi, ma fille ? » « Je pense qu'il fallait passer par là pour arriver jusqu'à toi. Et pour arriver ici. » Elle fit un geste vers toute la propriété. « Pour pouvoir aider d'autres enfants. » Robert la prit dans ses bras, s'émerveillant de la sagesse de sa fille de 7 ans. « Lily, sais-tu ce que tu m'as appris ? » « Quoi ? » « Que la vraie richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de choses. Elle consiste à utiliser ce que nous avons pour protéger ceux qui en ont le plus besoin. » Lily sourit et montra le poulailler. « Maintenant, les poules donnent juste des œufs et sont heureuses. Plus jamais elles ne seront volées par des enfants qui ont faim. » Robert regarda le poulailler rénové, puis toute la propriété transformée, puis la fille dans ses bras qui avait complètement changé sa vie. Plus jamais, Lily. Plus jamais. Alors qu'il rentrait à la maison, Lily serra fort la main de Robert. « Papa, demain, je pourrai t'aider à m'occuper d'autres enfants. »« Toujours, ma fille. Toujours. » Et Robert sut qu'il avait trouvé non seulement une fille, mais un but qui donnerait un sens au reste de sa vie. Dans les endroits les plus sombres, l'espoir avait pris racine.